Bonjour. Ma conférence de ce jour porte sur le rapport entre la marginalité et la sexualité. Dans ma fonction de psychologue clinicien au sein de l'association d'intervention post-traumatique SOS Psy, j'ai été conduit depuis 18 ans à fréquenter les milieux marginaux et ou non conformistes, et notamment celui du mouvement Rave. J'ai souvent été appelé afin d'intervenir lors de décompensations psychopathologiques survenues au cours de rave parties pour effectuer la psychothérapie de sujets scotchés. Ainsi se dénomment souvent elles-mêmes les personnes souffrant de perturbations procédant de l'absorption d'hallucinogènes ou d'amphétamines, voire d'autres drogues, comme on le sait aujourd'hui, y compris le cannabis. Mais dans le cas de cette dernière drogue, c'est plutôt rare. Par ces interventions psychocliniques auprès de ce sujet, au sein de certains groupes d'adeptes du mouvement Rave et dans les communautés de scotchés, j'ai été amené à instruire, entre autres, le statut de la sexualité au sein de la mouvance techno. J'ai réalisé cette enquête en février 2012 auprès de 35 sujets scotchés, dont 9 femmes, que j'ai rencontrées dans une ville du midi de la France et qui tenaient à garder secret l'emplacement de la communauté dans laquelle ils vivaient. Alors, les mobiles de l'expérience Rave, lorsqu'on établit le diagnostic psychoclinique de sujets scotchés, on est d'abord frappé par l'absence quasi systématique chez ces personnes d'une vie génitale satisfaisante. Par ailleurs, ces sujets font explicitement état, parmi leurs mobiles, de participer à une fête techno d'une souffrance qu'ils appellent souvent frustration et qu'ils attribuent à un défaut de vie amoureuse. Ainsi, les sujets des deux sexes semblent partager un mobile majeur président à leur expérience Rave, à savoir celui de vaincre au travers de cette épreuve une sorte de phobie sociale, relevant plus particulièrement d'une inhibition radicale quant à l'approche d'un autre, mis en place d'objets potentiels, évidemment, du désir. Cependant, il nous faut croire d'ores et déjà qu'il y a ici une distinction au sein du champ amoureux qui serait liée à la différence sexuelle entre amour objectal et réalisation génitale. En effet, si les hommes ayant participé à cette enquête déclarent pâtir surtout d'une carence de sexe, comme ils disent, c'est-à-dire réalisation génitale, les femmes se plaignent davantage d'un manque d'amour objectal. Alors, j'ai cité le cas d'un patient dont le pseudonyme est Arnaud. Si j'ai choisi de présenter tout d'abord l'expérience Rave d'Arnaud, c'est que son vécu me paraît assez bien refléter la misère sexuelle, entre guillemets, rapportée par bien des rêveurs, mais aussi par la majorité des scotchés que j'ai été amené à rencontrer dans mon travail. Arnaud, instituteur de 42 ans, se dit scotché depuis qu'il a participé à une fête techno sous LSD il y a 10 ans. Il est entré en psychothérapie avec moi depuis 1 mois seulement. Avant l'épreuve techno, se sont frappés d'une incapacité dont il évoque les conséquences dramatiques pour lui, à savoir celle d'aborder des filles. Je ne trouvais pas de filles, je n'avais pas de sexualité, j'en souffrais comme un chien, je le cite là, et qu'il attribue au résultat d'une interdiction collective. Il dit « Je réalisais bien que ça venait d'un interdit social,
que je ne pouvais rien faire à un niveau individuel. Sa motivation de participer aux fêtes techno, puis d'ingérer du LSD, relève surtout de l'espoir de défier ou de surmonter ce tabou, notamment en tentant de faciliter son approche des filles par le recours au pharmacone, dont il assigne l'origine à une prescription sociale. Cependant, tout en affirmant son opposition consciente au fondement de cette règle inexprimée, il dit « Pour moi, c'est peut-être la plus grande de toutes les injustices ». Il semble de faire reconnaître implicitement sa soumission inconsciente à cette norme. Il dit « J'étais comme bloqué. Je ne pouvais pas aller vers les autres. » Arnaud suppose à la nature féminine une préférence pour les forts, fussent-ils peu scrupuleux. Il dit « Une avocate qui m'a dit que les scotchés la faisaient gerber, qu'elle préférait les caïds, les machos. Elle n'est pas spéciale ou bizarre, elle est comme toutes les filles. » Corrélativement, Arnaud fait également état de sa conviction quant à l'existence d'un type d'homme qui bénéficierait de la faveur des femmes. Il avance, il y a un certain type de mec qui arrive à se faire des tas de filles dans les rêves. C'est souvent des beaux salauds, des macs, des dealers, des types qui jouent au dur ou qui le sont. Alors, d'un point de vue psychanalytique, la position que semble ici occuper cette sorte d'homme dans l'imaginaire d'Arnaud n'est pas sans rappeler sous sa forme contemporaine celle du père mythique de la horde primitive évoquée par Sigmund Freud dans un ouvrage, dans une allocution de 1912. La révolte d'Arnaud pourrait alors être rapprochée de celle mythique et s'accomplissant par le meurtre du père, tout-puissant et détenant le droit exclusif à la jouissance des frères de la horde primitive. De par son blocage relationnel, mais aussi par sa répétition quasi compulsive d'une expérience frustrante, il avance. Pourtant, je tentais ma chance toutes les semaines. J'étais accro à l'espoir. Arnaud actualise les coordonnées de sa position subjective, impliquant un désir exacerbé et dont la force paraît symétrique à celle d'une loi interdisant la réalisation de ce désir. Or, cette loi, s'apparentant ici plutôt à un surmoi archaïque, non intégré au moi, et d'une sévérité considérable, proscrit manifestement la demande même sine qua non pour le par l'être, comme Lacan définit l'être humain, de la quête de l'accomplissement de son désir. En prenant du LSD, Arnaud tente de sortir de l'impasse où la violence du désir et celle de son interdit se tiennent mutuellement en échec. Je le cite, « J'ai essayé de forcer mes blocages en prenant un acide. Ça m'a scotché. » Il retrouve alors un obstacle qu'il avait déjà rencontré sous une autre forme. Alors il dit « Toujours les mêmes qui arrivent à se faire plein de nanas et d'autres, la majorité, que dalle. Ils peuvent crever la gueule ouverte. » À la réalisation sexuelle, qui semble, à l'instar des frères de la horde, considérée comme un droit, à savoir le mépris des femmes pour la majorité, mais surtout, particulièrement pour les scotchés, qu'elle détecterait instinctivement. Alors il dit, les filles, elles ont l'instinct, impossible de leur cacher qu'on est scotché, et elles ont horreur de ça. Dans l'hypothèse où l'on envisagerait sous certaines réserves liées à sa forte implication subjective,
dans sa propre observation, cette conception d'Arnaud, au moins en partie, comme plausible, l'on peut se demander d'abord si le refus inconscient que les psychanalystes s'accordent à attribuer à la position féminine, d'être privé du phallus, ne confère pas un certain crédit à l'interprétation d'Arnaud. D'autre part, si par conséquent certains traits de la position féminine s'avèrent incompatibles avec la déficience phallique imaginaire de la majorité, si l'actualisation du positionnement subjectif a une place d'objet, caractérisant l'un des symptômes majeurs des troubles issus de la prise d'hallucinogènes, et impliquant une identification du sujet au phallus imaginaire, donc dans le cas présent maternel, le privant ainsi de la possession du phallus. Alors, sur ces deux versants, symbolique et imaginaire, ceci n'est pas seulement susceptible de provoquer une aversion inconsciente des femmes envers les sujets scotchés, en déclenchant la disposition inconsciente à l'endroit de la défaillance phallique. Du reste, Arnaud semble avoir abandonné la quête de réaliser son désir. Je le cite, « Je crois que je peux toujours attendre, au profit d'une vision apocalyptique du monde. » Il dit, « Le monde tel qu'il est ne mérite pas d'exister. » Et pour s'adonner désormais à un activisme violent, j'ai rejoint un groupe de gens dont je ne partage aucune idée sauf la révolte. Un groupe ultra-violent, le seul qui a actuellement les moyens de faire bouger les choses. De toute façon, pour l'être humain, c'est l'évolution ou la mort. Voilà ce qu'il dit. On peut se demander si ce combat auquel il se propose dès lors de se livrer n'est pas sous-tendu par l'espoir plus ou moins conscient de pouvoir réaliser son rêve d'une justice sexuelle, c'est-à-dire d'instaurer un droit égalitaire d'accès à la jouissance. Alors, j'aimerais aussi citer le cas de Hubert. À l'instar du vécu d'Arnaud, les expériences d'Hubert, 32 ans, éducateur sans emploi, se dit scotché depuis 7 ans, et celles de la majorité des autres membres de cette communauté me paraissent illustrer un certain fonctionnement de l'inconscient, impliquant notamment la possibilité d'une transformation par l'impossibilité d'une réalisation génitale adéquate, et ou d'une sublimation des pulsions, du désir sexuel en violence et, au niveau collectif, l'engagement violent comme conséquence possible de l'exclusion sexuelle. Je n'ai pas pu accéder, par manque de temps, à sa demande d'entrer en thérapie avec moi. Notons tout d'abord que le motif de franchir une inhibition attribuée à une barrière sociale, notamment dans la quête de réalisation génitale, j'ai toujours eu un blocage avec les filles, dit-il. Dû à un tabou social, ça n'a jamais marché, mais je pensais quand même qu'un jour, l'ambiance et les pilules pouvaient m'aider à surmonter ce blocage. Et deux des effets majeurs de l'expérience rêve décrite par Hubert s'observent chez la majorité de mes patients scotchés. Le premier consiste en une perte du sentiment d'identité corrélé à celui de la solitude. Je réalisais que j'étais tout seul. Je ne savais plus du tout qui j'étais. Ce vécu, qu'on pourrait qualifier de désubjectivation, paraît correspondre à un déplacement du sujet de sa place habituelle, traduisant une actualisation du défaut de l'autre symbolique. La seconde conséquence de l'épreuve pathogène constituant un palliatif à la première,
semble relever d'une tentative de se reconstruire sur un mode essentiellement imaginaire. Alors je le cite, « J'ai essayé de me redéfinir moi-même, supposant que le sujet se substitue alors à l'autre symbolique défaillant. Ici, tout paraît indiquer que ce procédé imaginaire permet tout d'abord à Hubert de s'identifier à un principe essentiellement idéique, lui-même caractérisé par l'opposition, je cite, la révolte. Toutefois, la défaillance symbolique se voit ici également compensée par un autre type de reconstruction identitaire et imaginaire, à savoir au travers de la convocation du petit autre, donc le frère. J'ai fait une rencontre avec des anards en cavale, dit-il, des durs, des violents. À l'instar des sujets scotchés que je suis amené à traiter, Hubert fait état d'un défaut de reconnaissance de la part du père. Et ceci n'est pas une première dans ce cas de figure. Je le cite, « J'étais une merde pour mon père, enfin c'est le seul truc qu'il ait dit sur moi, à part ça je n'existais pas pour lui. » Or ce déficit de reconnaissance est susceptible d'entraver l'accession satisfaisante à une position de sujet. Avant l'épreuve rêve, Hubert, comme la plupart des sujets scotchés, se considère affecté d'une impuissance foncière liée à une position d'objet et s'exprimant au travers d'une inhibition drastique quant à sa relation à l'autre, surtout lorsque celui-ci se trouve être l'objet potentiel de son désir. Hubert finit par abandonner sa quête d'accomplissement sexuel, dont il se reproche d'ailleurs le caractère narcissique, je le cite encore, « Ma recherche personnelle de fille dans les rêves, c'était une façon égoïste d'agir, mais pour en assigner aussitôt une certaine responsabilité à l'autre social, mais on est dans une société individualiste. Du reste, tout comme les autres, comme tous les autres sujets ayant participé à cette enquête, il considère la réalisation génitale comme un droit fondé sur les préceptes d'égalité et de fraternité et qu'il distingue explicitement de l'amour, relevant, selon lui, plutôt du principe de liberté. Je n'ai jamais oublié les autres, mes frères, tous ceux qui sont privés d'amour et de sexe. L'amour, ça ne se commande pas. Mais le sexe, c'est un droit. Pourquoi ça serait réservé à quelques-uns? Afin de combattre cette injustice, comme il l'appelle, il se propose de s'investir d'abord de façon collective, idéaliste et pacifique. Je le cite encore. J'ai très vite renoué avec des anards, d'abord pour me redéfinir, puis pour lutter contre toutes les injustices et surtout celles qui concernent le sexe. Or, devant l'insuccès de cette démarche, je le cite, « Mais toutes nos actions pacifiques, tout ça n'a rien donné. » Hubert finit par légitimer expressément le recours à la violence pour lutter contre la répartition inégale parmi les humains de la jouissance sexuelle. Je le cite, « Là, j'ai compris qu'on serait toujours les damnants de la farce. Tout, y compris la baise, tout sera toujours réservé à une minorité. Là, j'ai commencé à sentir monter la violence en moi. » Enfin, Hubert fait état de son cheminement qui le conduira vers l'engagement violent. Il dit « Avec une trentaine d'autres, j'ai rencontré des durs, des anards en cavale, qui doivent braquer pour vivre, et qui se sont même associés avec les mecs d'Al-Qaïda. C'était la rencontre la plus importante de ma vie, de notre vie. Au début, ça me répugnait de devoir travailler avec des copains de Ben Laden. Mais on ne peut pas dire qu'on vive en paix dans cette société faite de faux tabous. Alors je préfère la guerre, au moins le malheur éclate, puis c'est le seul moyen pour changer cette situation inhumaine. »
pour le cas où il se mettrait à vous cuisiner, je ne vous dis pas où je vais. Donc, c'est pour se protéger et aussi pour me protéger et me permettre de garder le secret qui ne dit rien. L'on note ici les déplacements successifs chez Hubert, qu'on observe d'ailleurs chez la majorité des sujets ayant participé à cette recherche, de la sexualité vers d'autres investissements objectaux. Ainsi, on remarque d'abord un déplacement de la sexualité vers l'engagement idéaliste et pacifique, visant à abolir certains interdits surmoïques attribués à l'autre social, puis, face à l'échec de celui-ci, vers la révolte violente. J'aimerais citer le cas aussi d'Isabelle. Ex-barmaid de 36 ans, elle se déclare scotchée depuis 9 ans. Faute de temps, je n'ai pas pu engager de travail thérapeutique avec elle non plus. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse ici. L'État nous a coupé tous les subsides et SOS Psy ne survit que grâce à la vente de mes opuscules. Et c'est un peu insuffisant pour traiter tout ce monde. Ce sont plusieurs centaines de personnes sur une liste d'attente. Isabelle s'est initiée au mouvement Rêve pour échapper à la solitude, pour trouver quelqu'un, quelque part pour trouver l'amour. Sa pathologie consécutive à l'expérience Rêve est dominée par la présentification objectale. C'est un mot que j'emploie pour désigner l'hallucination, car il me paraît plus adéquat. Cette présentification se traduit par une pensée involontaire, insubordonnée à l'emprise du moi. Alors elle dit « J'ai fait la connerie de prendre un ange mauve ». Alors, il paraît qu'il s'agisse d'un mélange d'ecstasy, de cocaïne et de LSD. J'avais l'impression que je me liquéfiais pour de bon. J'ai eu une pensée insistante, étrangère, contre laquelle je ne pouvais rien. Elle me torture jusqu'à aujourd'hui. Son récit porte essentiellement sur son long parcours médical et sa rancœur à l'égard des médecins qui auraient méconnu la nature de sa pathologie. Elle dit « Les médecins, c'est salaud. Ils m'ont traité de schizo, de parano, alors qu'il fallait me faire parler comme vous le faites avec les scotchés, avec les médocs, ils m'ont autant bousillé que le triple lui-même. » Puis elle relate l'échec des initiatives pacifistes auxquelles elle avait participé, je la cite, pour créer une vraie démocratie et changer les attitudes inhumaines de la société. Elle se réfère d'ailleurs explicitement à Stéphane Hessel et son ouvrage « Indignez-vous ». Son désespoir actuel, elle dit « tout est fini », puis sa détermination de se joindre à la démarche violente dans laquelle elle semble s'être engagée avec la majorité de sa communauté de scotchés. Elle dit « Les gentils se font niquer dans ce monde. J'aurais jamais cru que j'en arriverais là un jour, mais la violence est là partout. C'est pas seulement des flics qui descendent impunément des innocents, des trucs sanglants, visibles, c'est aussi la froideur de la société. Les gens oubliés, les suicidés. Je prends les armes avec les autres. Pour vous éviter un conflit de conscience, je vous dis que je m'en vais là direct avec les autres. Alors, ce qu'elle veut dire surtout, elle ne me dit pas où. En effet, je constate que tout le monde est déjà parti de l'endroit où on s'était retrouvé par ces entretiens, lorsqu'Isabelle s'en va, sans même me saluer, et avant que j'aie pu ranger mes notes. J'en déduis qu'il préférait ne pas prendre le risque de se voir dénoncé par moi, ceci bien qu'ils connaissent mon respect inconditionnel du secret professionnel, et que, en tout état de cause, je ne disposais d'aucune information suffisamment précise pour faire l'objet d'une éventuelle dénonciation. Bon,
Effectivement, ça fait partie de la charte éthique de SOS Psy. Le secret professionnel est absolu, sauf s'il s'agit de sauver la vie de quelqu'un dans l'avenir et qu'on peut libérer avec certitude, mais de préférence sans recours aux forces de l'ordre, parce que on sait d'expérience que très souvent ça résulte dans un fiasco. Et d'autre part, si ça commence à se savoir qu'à SOS Psy, on viole le secret professionnel, étant donné notre public, on peut imaginer le sort qu'on réserverait à nos intervenants. Donc ce secret est bien gardé. De l'insatisfaction sexuelle à la violence. Afin d'instruire le destin de la sexualité chez des sujets marginaux, j'ai mené une investigation parmi les membres d'une communauté clandestine de scotchés. J'ai tenté d'illustrer le cheminement des déplacements successifs d'investissements génitaux, en examinant notamment les rapports entre désir, interdit social et frustration, puis entre défaut de réalisation génitale et engagement idéaliste pour parvenir à une certaine compréhension des processus psychiques conduisant à l'engagement violent. Ainsi, dans un premier temps, ces personnes se trouvent confrontées à la fois à leurs désirs et à des interdits qui semblent relever à la fois de la censure surmoïque et du tabou social, situé précisément en cet espace du psychisme où les réalités individuelles et sociales coïncident en un seul lieu, l'inconscient, repérable au niveau intra- et extra-psychique. Dans une deuxième étape, face à leur incapacité de braver les dites proscriptions, ces sujets désinvestissent progressivement la sexualité, d'abord au profit d'initiatives idéalistes et pacifiques, ambitionnant au titre de projets politiques l'amélioration des relations interindividuelles. Le troisième déplacement de l'investissement pulsionnel se produit lorsque, confrontées à l'échec de leurs initiatives, ces personnes s'engagent dans l'activisme violent, ainsi ne parvenant ni à s'orienter vers d'autres choix pulsionnels, fût-ce par la sublimation ou par le développement d'un symptôme, ni à se résigner à la passivité. Ils ont opté pour un dernier recours, comme ils disent, à savoir la violence. Tout porte à croire qu'il ne s'agit ici, sous prétexte d'action politique, que d'une régression massive de la génitalité vers des mécanismes pulsionnels plus purs, entre guillemets, c'est-à-dire plus archaïques. Cependant, bien que les arguments ci-dessus exposés tendent à accréditer cette assertion, celle-ci me paraîtrait quelque peu réductrice, ne serait-ce que en raison de la complexité considérable des relations existant entre le désir, la loi psychique et la règle sociale. Enfin, si cette vision du changement social n'est pas sans évoquer certaines stratégies révolutionnaires, entre guillemets, consistant à passer par la destruction avant de procéder à la reconstruction, on peut se demander à quelles conditions l'insuccès de l'action pacifique peut conduire un sujet au passage à l'acte violent ou aboutir, comme dans les cas ici présentés, à la compromission d'anarchistes, a priori non violents, avec le terrorisme dont l'idéologie sous-jacente, par exemple Al-Qaïda, se trouve ici de surcroît en contradiction radicale avec l'idéal libertaire. En guise de conclusion, on peut affirmer qu'en renonçant d'abord à la quête d'une réalisation génitale, puis à la poursuite dans l'ordre symbolique de leurs idéaux, pour parvenir à une conception catastrophiste de leur possibilité de contribuer à l'innovation sociale, et enfin, en s'engageant dans la violence, les sujets ici présentés, à l'instar de la plupart des autres membres de leur communauté, ont fini par céder sur leurs désirs. Merci.